Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait encore le Simon là? Et c'est mal cadré. Merde. Simon, il va chez Cyril. Cyril, je sais pas, vous le connaissez pas, c'est normal. Moi non plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'un d'entre vous et il a quelque chose d'intéressant à aller voir. Mais avant, j'ai un petit truc à récupérer. Est-ce que j'ai bien fermé la maison avant de partir? Mais oui, puisque tu as installé la serrure connectée WeLock. Publicité. Oui, la vidéo est sponsorisée par WeLock. Alors c'est quoi la serrure WeLock? C'est une serrure connectée qui se place à la place de votre canon de porte traditionnel cylindre européen, avec la forme comme ça. Ça vous permet de faire évoluer votre système de fermeture de condamnation de porte vers un système 2.0. Et à quoi ça sert d'avoir une serrure connectée? À plein de choses, je vous le dis juste après. Avant tout, regardons si c'est facile de le poser. D'abord, dans un premier temps, vous déposez votre ancien canon en dévissant la vis située dans le champ de la porte. Un quart de tour de clé et hop, l'ancien canon est enlevé. La serrure WeLock, elle, est ajustable pour s'intégrer à des portes de largeur de 30 mm à 70 mm. Les deux extrémités sont positionnables pour s'adapter à votre porte. Vous déposez l'extrémité de la serrure WeLock côté intérieur, le bouton pivotant, vous l'enfilez de la même manière que vous avez déposé l'ancien canon au travers de votre porte dans votre serrure, et après avoir refixé la vis située dans le champ de porte qui fixe votre canon et replacé le bouton tournant intérieur sur votre serrure, là, cette serrure WeLock est posée, c'est fini. La serrure fonctionne avec 3 piles AAA. Leur durée de vie est de presque 1 an, mais pas d'inquiétude, vous aurez une petite indication au préalable sur le petit écran, et puis même si elle est vide, vous pouvez quand même ouvrir la porte. Il y a des manips d'urgence disponibles. Donc après environ 10 minutes d'installation, votre serrure est prête à l'emploi. Le déverrouillage de votre maison se fait maintenant par l'intermédiaire d'un petit clavier, un code personnel à 6 chiffres. Vous pouvez même en choisir plusieurs différents en fonction des personnes que vous souhaitez inviter, ou se déverrouille grâce à des badges avec un cryptage RFID. Il y en a 3 badges de fournis avec la serrure et vous pouvez en connecter beaucoup plus, ça coûte pas bien cher. Si on s'arrête là, la fonctionnalité est déjà très intéressante, mais je ne vous ai pas encore parlé de l'extension connectée. Si vous ajoutez à cette serrure le petit boîtier Wi-Fi Box vendu par WeLock, vous connectez votre serrure au réseau Wi-Fi de votre maison, donc connecté à Internet. Et là, une fois que c'est connecté, ça vous ouvre énormément de possibilités. Parce que WeLock, c'est aussi une application mobile que vous pouvez installer gratuitement sur votre portable pour contrôler votre serrure à distance, d'où vous voulez. Votre femme ne se rappelle plus le code? Encore. Eh bien, vous pouvez déverrouiller à distance votre serrure depuis votre portable. Sur l'application, vous avez un historique précis des déverrouillages, l'heure, la date, qui a ouvert. Vous pouvez même recevoir des notifications lorsque la serrure se déverrouille par quelqu'un. Et la serrure peut même être pilotée par votre assistant intelligent domestique, Alexa d'Amazon. Alexa, déverrouille la serrure, s'il te plaît. D'accord, maître Cliquet. Et voilà. Merci à WeLock de sponsoriser cette vidéo. On reprend la route, direction chez Cyril. Alors je vous explique le topo. Il y a environ 1 an, un certain Troche 9751 me laisse un commentaire. Il a un scooter 3 roues en panne et apparemment il est prêt à me le donner parce qu'il voit pas de solution pour le réparer. Sincèrement, j'y prête pas vraiment attention. Vous savez ce que c'est les réseaux sociaux, combien j'ai de commentaires de ce type-là. Mais ce certain Troche 9751, il aurait pu trouver un autre pseudo un petit peu plus simple, commente une nouvelle fois une vidéo en me proposant à nouveau ce deal. Il aurait un scooter à me donner et plutôt que l'envoyer à la casse, il se propose de le céder à la communauté du Cliquet pour que je tente de le réparer en vidéo. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi il est impossible de ne pas relever ce défi. Il est inimaginable qu'il finisse à la casse. Je connais pas l'état du scoot, je sais juste que c'est un Metropolis 400 cm3 et je me dis que forcément il doit être réparable. Et pour ceux qui ont des scooters 3 roues d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà essayé de trouver des tutos de scooters comme ça sur YouTube, il y a que dalle. Salut. Troche 9751, Ça te dérange pas? c'est lui. Y a pas de problème. Tu vas bien? Attends, Ouais, ça va. J'arrive pas à faire pause. Où ça? Bah toi là, Pause. je te Pourquoi? regarde, Ah oui. je fais pause dans mon Pourquoi t'as envie de faire pause? T'as envie de En faire fait, il a un prénom, il s'appelle Cyril. Je l'ai dérangé en plein travail, il a coulé une dalle le matin pour installer une petite piscine pour sa famille. Ouais, c'est gentil. Merci. Cette chemin m'arrosé. Oui. Ouais. Merci. Alors attends, déjà je vais te faire comme ça tu vas mais tu connais, Ouais. je pense que tu connais un peu la bête. Et voilà D'accord, ok. la bestiole. Voilà, t'as un répétiteur avec La pédale? Ouais. la pédale puisque t'as l'ABS. Ouais. Par contre t'as un frein arrière qui est full. D'accord.
Et Ok. là, on pense à une pollution. Alors, pour En gros, le scooter freine plus de l'avant. ça Pareil, fait des pareil. trucs comme ça. Ok, ah oui d'accord. Et Ok, je pourtant, vois. C'est de la Oui. Duritalia. Et ça fuit ou non, c'est- je vois que ça. Non, c'est. On a démonté les étriers, on a démonté les mètres cylindres, on les a changés. Ouais. Et j'ai une espèce de pollution dedans, on sait pas d'où ça vient. Et Je t'es- manquais de temps et je me suis dit à un moment donné, bon, écoute, on passe Et- à autre chose. Tu vas l'utiliser un peu tous les jours? Normalement, ouais, tous les jours, ouais. Bon, alors attends, bouge pas. Tu seras content d'avoir ça en Ile-de-France. T'abuses là. Mais non. Bah, tu abuses. Tu vas trop loin. T'as tous les carénages. Donc t'as des poulies fixes, t'as des poulies mobiles, t'as un amortisseur avant que j'ai changé pour rien. D'accord. Parce qu'il est suspendu parce tout qu'il en marche. Il marche quand même. Et je pensais qu'il y avait un souci, mais voilà. Là t'as des bougies, t'as des joints, Ah, tu fais vraiment un don à la communauté. Je vais essayer de rendre hommage à ça. Mais oui, Super. c'est bien. Je t'ai mis les moyeux, je t'ai mis, t'as plusieurs poulies. Le variateur, il est balèze. Ok. Bon, il est dégueulasse. Hein. Quand tu m'as dit est-ce que je le nettoie, je dis non, surtout Bah, pas, justement, surtout pas. Essayer de lui faire honneur. Oui, non, mais tu vas y arriver, c'est sûr, ça fait un Piaggio. On essaie de le démarrer. Allez, ok. Alors je dis que celle-là, hein. Sinon je démonte le Piaggio. Mais... Donc comme tu peux voir, c'est pas la même, hein, mais on va faire avec. Non, non, mais tu veux que je t'aide? Non, ça va. Bon. Ouais, pour une fois, profite, regarde. Ouais, j'apprends. C'est moi qui apprends d'habitude, donc... Par contre, point très positif, ça tourne comme une horloge. Il y a rien à faire. Vidanger à ma manière, c'est-à-dire nettoyant avant vidange et tout ça. D'accord. Là, il est verrouillé en stabilité. Tu D'accord. vois, même si je l'ai mis sur sa centrale, il est verrouillé en stabilité. Pour le déverrouiller, D'accord, c'est ça. et là maintenant, si j'enlève la béquille, il tombe. T'arrêtes au feu, tu fais ça. Ouais. T'as ton voyant orange, t'es verrouillé. D'accord. Ok. Si t'accélères, ça s'enlève tout seul. D'accord. Sinon, tu l'enlèves. Ok. Tiens, je te rends ta clé à cliquet. Je vais pas te la piquer non plus. Non, ça Ouais, fonctionne. Le chant du cliquet qui me pique mon cliquet, tu veux. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le plus dur dans l'histoire, ça va être de monter le bestiau sur la remorque. D'autant plus que la remorque, elle est même pas adaptée aux 3 roues. Et puis à la limite, c'est les 2 roues devant. Ça va être chaud patate, mais il va falloir le poser là, quoi. Ah. Tu pars du mien? C'était vraiment pas gagné. Hiver. Bon, après plusieurs essais, on arrive à caler en marche arrière le scoot. Pas extraordinaire pour l'aérodynamisme sur l'autoroute, j'en conviens. Alors comment on va sangler ça? Le plus haut possible? C'est une bonne idée ça. Et non, c'était sport pour le monter là. Petite question très con. Ouais. Un voisinage en or, toi, ou pas? Ça tient ça. Tu tiens jusqu'au bout, hein. Intérêt, hein. We're safe on Mars.
toujours spéciaux. Le scooter démarre et tourne même bien. Après une batterie sous la selle, toutes les fonctionnalités du Metropolis 400 ont l'air de fonctionner. Mais avant qu'on aille plus loin, petit tour du propriétaire. Faisons connaissance avec le Metropolis 400 cm3 de chez Peugeot. Et plus généralement, des scooters 3 roues. J'ai jamais abordé ce sujet sur cette chaîne, il est temps de réparer ce petit manque. Un scooter 3 roues, pourquoi les constructeurs ont rajouté une roue supplémentaire aux 2 roues traditionnelles? La réponse est simple. Par souci d'innovation technologique, de confort de conduite, de sécurité? Non. Mais non. La principale raison est commerciale. Faut pas leur en vouloir aux constructeurs, hein. Le but d'une entreprise, c'est de générer du profit. Gagner de l'argent, toujours plus d'argent. Et pour y arriver, il faut conquérir des parts de marché. Remettons-nous en situation. Après les années 2000, il y avait 2 grands groupes de 2 roues. Ceux à faible cylindrée, en dessous de 125 cm3, que n'importe quel détenteur de permis B pouvait conduire, ou sinon de permis AL, qu'on pouvait passer à partir de 16 ans, c'est mon cas, et ceux supérieurs à 125 cm3, les grosses cylindrées. Une barrière séparait ces 2 mondes qui s'appelait le permis A. Et il faut le dire, ce permis est assez complexe. J'ai loupé l'épreuve de circulation il y a à peine 15 jours. Pour ceux que ça intéresse, par excès de sécurité, j'ai laissé une priorité à droite là où je devais pas. Bon, Donc le permis B, il faut le dire, est assez complexe, notamment à l'époque reposant sur de la théorie assez compliquée et de la pratique, tout aussi pointilleuse. Et cette épreuve n'a quasiment pas évolué depuis les années 80. Code, vérification théorique, fiches à apprendre et à restituer en tirant au hasard une des fiches, plateau en plusieurs épreuves, et notamment du chronométrage, et l'épreuve de circulation. Tout ça a évolué avec une unique épreuve de plateau en 2020 et un code spécifique moto qui remplace toute la théorie initiale. Mais bref, ce permis A est compliqué à obtenir pour la population moyenne. Par contre, très rares sont les personnes dans ces époques-là qui ne passent pas dès sa 18e année le permis B, le permis automobile. Aujourd'hui, c'est un peu moins rare. Mais dans les années 2000, tout le monde passe son permis B. Pour contourner la loi, les constructeurs ont une idée de génie. Le permis A est contraignant. Beaucoup de personnes ont le permis B. Et parmi cette population, beaucoup aimeraient basculer en 2 roues puissants. Le public 2 roues petite cylindrée est à la recherche de puissance. Ces 3 éléments vont conduire les constructeurs à innover. Ils vont proposer un véhicule qui se conduit comme une moto, comme un scooter. Un véhicule puissant, mais qui n'est pas un 2 roues, puisqu'on va rajouter une roue. 3 roues. C'est comme ça que naît à la fin de l'année 2006 le premier scooter 3 roues, la catégorie L5E, le MP3 de chez Piaggio, tiré du nom sûrement, et là c'est moi qui interprète, du format MP3 bien connu aujourd'hui de la compression des formats musicaux, est devenu la dénomination d'objet de mode à part entière. C'était l'innovation de l'époque. C'est la révolution tendance dans le monde numérique, et Piaggio va surfer dessus. Le MP3 de chez Piaggio sort donc à la fin de l'année 2006, avec du coup 3 roues, mais des sensations de conduite très proches ou quasiment identiques de celles des 2 roues. Grâce à une innovation majeure, le train avant. Le train avant est vraiment très spécial sur un scooter 3 roues. Il est composé d'un parallélogramme déformable. Le scooter peut ainsi s'incliner dans les virages, tout comme un 2 roues. Il intègre aussi un système d'arrêt de cette adaptation d'inclinaison de roue avant à l'arrêt et à faible vitesse. Ça s'appelle le système roll lock. Plus besoin de mettre le pied à l'arrêt. Quand il pleut, c'est assez pratique. 2 roues, ça veut dire 2 systèmes de freinage, donc un double disque de frein avant. Ça freine fort à l'avant. Et ça, d'un point de vue sécurité, c'est pas mal. Après, il y a des inconvénients. Bien sûr, le scooter est très lourd. Celui-là, par exemple, 258 kg à sec. Donc, normal d'avoir un système de freinage plus adapté avec des bêtes qui frôlent les 300 kg. Et c'est dans ce contexte que Peugeot, aussi présent sur le marché des 2 roues depuis très longtemps, ne veut pas se faire manger des parts de marché. Et c'est bien normal. Il décide donc de sortir le Peugeot Metropolis, qui va concurrencer directement le Piaggio MP3. Soyons clairs tout de suite, il n'y arrivera jamais. C'est un peu, pour comparaison avec le monde du 50 dans les années 90, le Typhoon du booster. Peugeot commence à y penser dans les années 2008 et met 3 ans véritablement à concevoir son Metropolis pour le sortir en 2011. Ça fait 5 ans qu'ils ne sont pas sur le secteur. Un gros retard et difficile de le rattraper. Mais leur modèle est séduisant, pompe une bonne partie des idées novatrices de Piaggio, faut bien le dire, mais reste séduisant quand même. Monocylindre 4 temps, développant 37,2 chevaux à 7250 tours par minute, moteur bien sûr à refroidissement liquide, injection bien sûr, à variation automatique, traditionnelle, mais regardez-moi cette taille de variateur. Voilà. Bon, ça c'est du Vario.
La bête est très lourde, je l'ai dit tout à l'heure, 258 kg à sec. Nos dos avec Cyril s'en souviennent lorsqu'on l'a monté sur la remorque. Le train avant, comme les Piaggio, est constitué de 2 roues avant inclinables avec un parallélogramme déformable, à double triangulation associé à 2 batteurs dynamiques et d'une suspension mono-amortisseur horizontale. C'est pompé de Wikipédia, ça. Des gros disques à l'avant, 200 mm x 2, et un gros disque à l'arrière, 240 mm, ça freine bien. 2 amortisseurs à l'arrière. Niveau confort, des coffres énormes, 2 d'ailleurs, ce qui implique un look arrière peu avantageux. Un gros cul, quoi. La vitesse max est notée à 145 km/h, c'est à tester. Un beau scooter, en somme, séduisant, confort et sécuritaire. Par contre, celui-ci, il est malade. Cyril m'a donné son scooter parce qu'après beaucoup de tentatives, il n'a pas réussi à remettre en service le freinage avant. Mais c'est pas un simple levier de frein avant qui actionne un mètre cylindre, qui met en pression un circuit hydraulique, qui vient déplacer des pistons dans un étrier, qui viennent serrer des plaquettes de frein sur un disque. C'est pas aussi simple que ça. Non. C'est un peu plus complexe déjà parce qu'il y a 2 roues. Donc il y a 2 circuits, pas un seul, mais aussi une pédale de frein actionnable au niveau du tablier. Et surtout au cœur de cela, il y a un système ABS. En somme, pas beaucoup plus compliqué qu'un système de freinage de voiture traditionnel. Donc, on devrait s'en sortir. De toute façon, il va falloir réparer ça avant de pouvoir aller sur la route avec le scooter. Démontons d'abord les carénages avant pour y voir plus clair sur le système hydraulique. Cyril a commencé à le faire, donc on va peaufiner le travail et le terminer. Oh, les carénages de scoot, putain. On dirait des vis à bois. Toujours une vis cachée. On déconnecte les phares. Oh là 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 là. Des dominos. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, il y a une prise USB. C'était un des coffres, je sais pas où il était. On verra plus tard. Par contre, les phares additionnels sont branchés avec des câbles pas trop conventionnels. Ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever. Je suis désolé, avec des dominos, ça me plaît pas trop. J'ai promis à Ciel que je me moquerai pas, donc je le ferai pas. Je vais réparer ça avec du Chatterton dans un premier temps. Ce qu'il faut, c'est faire une belle épissure, une belle réparation pour pas qu'il y ait de courjus en cours de route. Bon là, avec les carénages, c'est assez protégé, hein, mais mieux vaut faire ça bien. Bon, le vert, c'est le cap de masse, hein, c'est pas vraiment celui qui pose problème. Bon, et puis on va virer ça. Bon, ça y est, j'ai enlevé totalement la coque avant et j'ai même déconnecté les choses qui ont été rajoutées par Cyril, d'ailleurs, ou un autre, je ne sais pas, qui électriquement parlant était un petit peu discutable. Donc c'était poignée chauffante, des phares additionnels et je crois un chargeur USB dans la boîte. Bon bref, j'ai enlevé tout ça, c'était fait avec des dominos, puis comme ça on repart d'un truc d'origine plutôt sain. À présent, on a bien la visualisation de tout le circuit hydraulique du frein avant. On va regarder ça. Maintenant que le carénage avant est enlevé, on peut d'ailleurs admirer l'amortisseur horizontal et vous voyez les plaquettes qui permettent de stopper le système à l'arrêt et qui vous permettent de tenir en équilibre. Assez simple mais fallait y penser. J'ai repéré tout le système hydraulique du frein avant et du frein arrière, c'est assez simple. Je vous mets le schéma sur le côté, je l'aurais fait au propre.
En gros, on a le levier de frein avant qui agit sur une valve, elle-même connectée en sa partie haute à une autre valve de frein arrière, liaisonnée aussi à la pédale de frein. Donc je pense que la pédale de frein agit proportionnellement sur le frein avant et sur le frein arrière. En aval de ces deux valves de freinage, on a tout le système qui est relié au système ABS. Je pense pas qu'il y ait de problème de ce point de vue-là, mais il va falloir purger de toute façon l'ensemble. Pour ça, je vais utiliser un kit de purge automatique avec mon compresseur, un truc que j'ai acheté sur Amazon à 30 balles je crois. On verra si ça permet de résoudre le problème. Je vais d'abord disposer un flacon de niveau permanent dans le récipient du liquide de frein avant pour permettre d'avoir en permanence un niveau, et je vais aspirer par les différentes vannes de purge pour aspirer le nouveau liquide et essayer de virer les bulles d'air. Peut-être qu'avec ça, ça va fonctionner. J'espère. En anglais, mince. Bon, c'est pas gagné cette histoire. Je vous avoue que j'ai passé plusieurs heures et voire même quasi une nuit blanche à essayer de résoudre ce problème de freinage. Il y a un truc qui passe pas. Je pensais que c'était une saleté, comme m'a dit Cyril, un truc qui était coincé dans le système de freinage. Je pensais qu'en purgeant à plusieurs reprises, ça allait résoudre le problème, mais force est de constater que non, il faut se rendre à l'évidence, il y a sûrement une pièce défectueuse. Donc, on est une semaine plus tard et j'ai fait des petits achats. Je veux pas faire une troisième partie de vidéo, on va résoudre le problème. J'ai acheté des pièces d'occasion, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. De toute façon, le système de freinage du frein avant, il est vraiment pas compliqué. Je soupçonne dans un premier temps le bloc ABS, donc j'en ai acheté un d'origine, mais d'occasion. Neuf, c'est à peu près 250 balles. Ça piquait un peu, donc j'en ai pris un d'occasion sans savoir si celui-ci fonctionne ou pas, 90 €. Pour être sûr de mon coup, j'ai aussi acheté une valve de freinage, parce que peut-être qu'elle est défectueuse. On sait jamais. Et en plus de ça, là vraiment pour couronner le tout et être sûr que je fasse pas de troisième partie, j'ai pris le mètre cylindre, la poignée, enfin mais il y avait même la valve de freinage avec, 60 balles ça. J'espère que la panne sera résolue avec tout ça. Allez, je vais commencer par le bloc ABS. Ça faisait un petit pchit lorsque j'essayais de mettre en pression le système hydraulique. La pédale fonctionnant avec le frein arrière, mais pas avec le frein avant. Je pense que la valve de freinage fonctionne quand même, mais que le circuit hydraulique n'arrive pas à se mettre en pression, donc la pédale non plus. Bien que les deux systèmes hydrauliques ne soient pas reliés physiquement. Il y a, je pense, une membrane dans la valve de freinage. Donc on va commencer par le bloc ABS. Bon, pour être sûr que je démonte pas pour rien, on va quand même déballer le bloc ABS. Il est pas très beau, on lui demande pas d'être beau. Il est quand même un petit peu encrassé.
Je vais essayer de nettoyer ça. On va éviter de mettre dans le réseau de la merde. C'est de la merde. Ça a l'air d'être pareil. J'avais jamais conduit de scooter 3 roues et je suis pas un fan de cette adaptation de nos très chers 2 roues. Mais il faut être curieux et tester les choses. Et puis j'allais pas faire le difficile. Donc qu'est-ce que j'en pense ? On fait un petit point tout de suite. Bien que la bestiole pèse son poids, presque 270 kg, la puissance développée par les 400 cm3 fait la différence. Et fait oublier ce poids d'âne mort. Le couple à la demande en tournant la poignée de gaz procure un véritable plaisir. Et ça à tout moment, quelle que soit la vitesse. Le correcteur de couple joue bien son rôle du coup, et le couple à tous les régimes est bien présent. Pas de creux et c'est très agréable à la conduite. Et ça va vite, hein. Sur 400 mètres, on atteint facile les 120 km/h. Mais je vous avoue, je suis pas allé au-delà. Pourquoi ? La sensation de conduite. Alors soit c'est moi, soit c'est un défaut du Metropolis, ou sinon un défaut particulièrement à celui-là, mais la tenue de route. Mamma mia. Je m'attendais pas à avoir les mêmes sensations de conduite que sur un scooter 2 roues, mais là, ça change quand même beaucoup. Pour tous ceux qui ont déjà testé un scooter 3 roues, dites-le moi dans les commentaires si c'est moi qui me trompe, mais je veux vous parler de mon expérience de conduite dans plusieurs cas précis. Pour moi, la sensation de conduite est une maniabilité à faible vitesse jusqu'à environ 50 km/h. C'est quasi identique à un 2 roues. C'est stable, l'inclinaison de l'engin est très similaire à une inclinaison naturelle sur un 2 roues. Rien à reprocher à ce type de véhicule.
à faible vitesse. Les parcours de courbe, d'ailleurs, penchés, se passent plutôt bien. On ne sent pas vraiment l'inclinaison des roues avant et la limite éventuelle de l'angle que pourrait avoir le scooter qui nous conduirait à faire du tout droit dans un virage. Non, j'ai pas rencontré ça. Sauf, bien sûr, quand il y a des aspérités significatives sur la route. Là, ça fait un peu flipper. Vous allez me dire, comme un deux roues, vous n'avez pas tort. Mais là, on a une sensation, lorsqu'on passe des bosses un peu hard, que le scooter s'affole. Le train avant sautille et ça surprend. Les pneus restent collés, il n'y a pas de problème, mais ça surprend vraiment. Au-delà de 90, par exemple sur l'autoroute, même en ligne droite, sur une route convenablement bitumée, sans aspérité, on a l'impression de flotter. Que le train avant n'est pas fixe, n'est pas sur des rails, mais qu'il est mouvant. Pas simple à expliquer. Moi, sincèrement, qui connaissais pas vraiment cette sensation de conduite avec un 3 roues, j'avais l'impression que j'allais partir en guidonnage à plus de 120 km/h. Donc, j'ai pas tenté le diable, je suis pas allé au-delà. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas rassurant à haute vitesse. Je ne tente pas. Et bizarrement, c'est pas forcément en phase d'accélération qu'on sent le phénomène. C'est plutôt en vitesse constante. Et ce phénomène, bien sûr, il est très largement accentué par le vent latéral que vous pouvez avoir. Sinon, en interfile, c'est plutôt pas mal. Le scooter, de toute façon, est maniable jusqu'à 50-80 km/h. Le scoot, bien sûr, a les inconvénients d'un 3 roues. Il va enfoncer des portes ouvertes plus larges au niveau du guidon. Pour se faufiler entre les voitures, même quand celles-ci sont à l'arrêt, c'est moins pratique. On peut pas guidonner pour passer les rétroviseurs. Après, vous allez me dire, est-ce que c'est autorisé ? Bon, bien sûr que non. Et puis une chose évidente mais pénalisante lorsque vous êtes dans la circulation, la présence de deux roues à l'avant assez larges vous empêche de passer dans des petits couloirs entre un trottoir et une voiture. Vous êtes bloqué. Vous attendez et vous embêtez tous les deux roues qui attendent qu'une seule chose, c'est de passer. On parle du système de maintien debout là du scooter. Intéressant quand il pleut. C'est plus un gadget qu'autre chose. Mettre le pied par terre, c'est pas vraiment très compliqué quand même. Après, c'est un vrai gain de temps lorsque vous arrivez sur un stationnement. Vous vous mettez en blocage de roues, vous mettez le frein à main, ça aussi une bonne option. Et vous partez, la béquille est vraiment secondaire. Petit bémol au niveau du coffre, comme j'aimais pas la ligne du scooter avec le top case, là je l'ai enlevé, ce qui fait une ligne beaucoup plus sympathique, même s'il conserve un gros cul, faut le dire. Mais bon, ce dernier sert quand même à accueillir dans un coffre un casque, ce qui n'est pas le cas sous la selle. Et j'apprécie pour moi, petit gabarit, la hauteur de selle limitée qui me permet d'avoir un pied à plat au feu rouge. Et c'est pas négligeable. Même sur Osmo X-Max, j'étais sur la pointe des pieds. Oui, petit gabarit, je vous dis. Je vous parlais de la tenue de route et du comportement. Je me suis permis d'en parler car en recherchant ce problème sur internet, en me disant que c'était peut-être seulement ce scooter qui avait un défaut, je me suis aperçu que c'était un défaut particulièrement pointé du doigt par les utilisateurs des Metropolis 400. Beaucoup de monde en parle sur les forums. Une solution était de mettre en position dure les deux ressorts d'amortisseur arrière, puisque ces derniers sont réglables. Mais là, je me suis rendu compte aussi que mon scooter avait particulièrement un problème d'amortisseur. Venez voir. Alors en souhaitant resserrer au max les amortisseurs, je me suis aperçu que l'un des deux, alors forcément ça crée une instabilité, était complètement mort. Il y avait plein d'huile partout. Je pense qu'il y a juste le ressort maintenant qui joue le rôle d'amortisseur et que le circuit hydraulique est complètement HS. Donc je vais devoir recommander deux amortisseurs arrière, peut-être d'occasion, pour régler ce problème. Et à l'avant, il y avait un sujet encore pire. Alors à l'avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un seul amortisseur en position horizontale qui permet d'amortir le train avant. Si l'amortisseur horizontal justement est un petit peu plus mort que l'origine, eh bien tout le train avant va se rabaisser. Et si tout le train avant se rabaisse, eh ben le système de parallélogramme avant va taper les carénages. J'en ai fait les frais. C'est cette partie-là qui tape sur le carénage et qui force sur celui-ci. D'ailleurs, j'ai complètement pété la base de ce carénage qui s'est cassé au niveau de la fixation. J'ai mis du scotch pour éviter les prises au vent, mais il va falloir que je rachète un carénage ici. Et je vous propose tout de suite, comme j'en ai acheté un, de changer l'amortisseur avant. Alors j'ai regardé comment changer cet amortisseur, c'est pas bien compliqué. Il est un petit peu plus haut sous le carénage. Il y a une vis de chaque côté qui retient l'amortisseur. Donc si on incline le scooter sur béquille centrale bien sûr vers l'arrière et que aucun poids n'est soumis à l'avant, on va pouvoir enlever facilement l'amortisseur avant. Les vis sont pas très accessibles, un petit peu plus hautes. On va essayer de jouer avec le maintien en position droite du scooter pour faire lever l'avant. On va tenter. Je mets le contact. Je suis sur béquille centrale. Si j'enlève le blocage des roues avant, ça donne quoi? Hop. Et là, on a bien les vis apparentes. Facile. Une ici et une de l'autre côté. Quand je vais enlever l'amortisseur avant, le train avant risque de se recomprimer et s'il n'y a plus de résistance puisque plus d'amortisseur, le scooter risque de chuter vers l'avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir avec une sangle la roue arrière sur la table élévatrice de manière à stopper sa progression si jamais le scooter part vers l'avant. Ça bougera pas.
pas bon signe quand ça part pas, ça. Ça veut dire que l'amortisseur, il est encore en compression. Bon, on va prendre le risque quand même. Voilà. Allez, de l'autre côté. Alors logiquement, l'amortisseur va partir. Ouais, on va essayer de se le faufiler. Par là, ça devrait passer. Yes. Ok, toi, tu prends ta retraite. Et on va le changer par un que j'ai acheté d'occasion. Allez, on enfile ça comme ça. On le réinsère entre ces deux étriers. Est-ce que je vais avoir du mal? Ouais. Ah mince, ça passe pas. Et si je serre un peu plus la sangle, est-ce que ça arrange les choses? Je vais faire levier et enfiler la vis. Allez, on va essayer. Petite clé Allen, je l'enfile dans le trou. Je fais levier comme je peux. Voilà. Bon, voilà. Il me reste plus qu'à trouver 2 amortisseurs arrière et puis le scooter sera en état de rouler. Bon, ça m'empêche pas de rouler, je vous avoue. Non, par contre, l'amortisseur avant et le flottement qu'on avait, là, ça craignait quand même. Et puis en plus de ça, au moins, ça ne tapera plus sur les carénages, j'arrêterai de tout péter devant. C'est quand même dommage, le scooter avait 0 défaut lorsque Cyril me l'a donné. On va s'en tenir là pour la vidéo découverte du scooter Metropolis. On va pouvoir faire peut-être quelques tutos là-dessus, si ça en intéresse certains. C'est vrai que YouTube, il n'y a rien, aucune vidéo sur ce scooter. J'ai regardé un petit peu pour réparer 2-3 trucs. Nada. Donc, si il y a un manque et si vous voulez que je fasse quelque chose là-dessus, on peut en parler. Je remercie Wheelock d'avoir sponsorisé cette vidéo et merci surtout à Cyril de m'avoir cédé son scooter. Je sais vraiment pas comment te dire encore une fois merci. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!